Heureux de vous retrouver encore sur ce plateau. C'est bien sûr l'heure de Djena Sport, l'émission. On débat avec invité pour justement évoquer l'actualité sportive chez nous et ailleurs. Nous parlons de l'avant-projet de loi sur la réforme des sports scolaires et universitaires. Quelle analyse faisons-nous justement de cette loi portée devant le gouvernement par la ministre Lydie Bessi Kama? Plus de coach non diplômé de la CAF sur les clubs de première ou de deuxième division au Togo. La décision de la Fédération togolaise de football fait débat malgré sa pertinence. On en parle. Et puis, quel état des lieux du foot féminin chez nous? Quel avenir pour ce sport? Nous évoquons le sujet avec nos invités. Deux sont déjà sur ce plateau. Nous avons l'honneur d'avoir le directeur technique national de la Fédération togolaise de football avec nous, Nieni Sebabi, qui est avec nous donc DTN. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour chers collègues du plateau, bonjour au public sportif qui nous écoute à l'instant. Voilà, elle, bien sûr, c'est Djigbodi Apedo, sinon Edwige Djigbodi Apedo, journaliste radio Djena, elle est directrice également de la boîte Djigbodi. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour au DTN et bonjour aux auditeurs de Radio Djena. Manu Adjiwanou est attendu dans cette émission. Mise en onde par Rémi Humpati, le Parisien. Je suis Latif Yoruma. J'ai vu sourire Edwige quand j'ai dit le Parisien. Ça a été chaud hier, Edwige Apedo. Non, ça a été chaud pour les Barcelonais, oui. Parce que c'est une gifle que le Paris a donnée au Barcelone, au FC Barcelone, qui aujourd'hui a des difficultés d'abord dans son championnat et qui commence également par douter dans cette Ligue des Champions. Maintenant, il y a la phase retour, le match retour qui attend. On sait que les Parisiens, habituellement, ils font un bon match à l'aller, mais au retour, ils n'arrivent pas à se protéger, à bonifier ce résultat. Maintenant, on attend le retour. On espère qu'ils vont pouvoir maintenir ce rythme-là, ce beau jeu qu'on a eu à voir sur le terrain avec un Kylian Mbappé qui était vraiment présent sur ce match. Kylian Mbappé de Gala. Oui, qui était vraiment présent sur ce match avec un autre attaquant que j'apprécie beaucoup depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Je pense Icardi? Non, l'autobuteur. Vous parlez de j'oublie son nom. Oui, l'italien, l'Ivaro italien. L'Ivaro italien. Le nom va revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, le Paris a fait un bon jeu face au FC Barcelone. Maintenant, on attend de voir le match retour pour voir s'ils vont se maintenir, s'ils vont continuer ou bien s'ils vont la remontada est encore d'actualité. Quand tu as suivi le match, Détienne, vous avez suivi le match hier? Bien sûr, j'ai suivi le match avec beaucoup d'intérêt, où j'ai vu des systèmes de jeu différents. Je pense que Paris a essayé de laisser le ballon à Barcelone, de jouer. Il a fermé les zones. Barcelone n'a pas compris. Jusqu'à un moment donné, on sentait que Barcelone avait des difficultés pour percer ce mur que le nouveau coach parisien a mis en opposition. Donc ça, il a été difficile. Et ils n'ont pas pu changer à temps. Paris a profité des espaces avec, vous prenez la force de pénétration de Mbappé. Kylian Mbappé. Vraiment qui a fait la différence hier. Mais malheureusement, Paris était parti avec un manque de joueurs clés dans son équipe. Di Maria, Neymar, on doutait de leur performance, mais heureusement ou bien malheureusement pour Barça, les autres ont pu sortir un grand jeu. Gana Gueye qui a été d'ailleurs sorti parce que sous la menace d'un carton. Ça c'est l'expérience du coach. L'expérience du coach, parce qu'aller jouer à Barcelone en infériorité numérique, ça deviendrait compliqué pour lui. Donc il a vite compris et puis il a sorti. Et tu parlais de Keane, l'attaquant. Qui c'est un renard de surface, lui, vous lui mettez la balle sur la tête, il vous met le but. Il a marqué hier de la tête. Il a même failli marquer par le pied. Par le pied aussi. Sur un contre-attaque, il a tiré sur le gardien. Heureusement que le gardien était
un très bon gardien. C'était une vraie fausse ouverture dans cette émission. On attend de voir, le 10 mars, il y aura quand même le match retour. La remontada est toujours d'actualité, mais sauf qu'il y a le VAR maintenant. Voilà. On revient au sujet. Ça fait plaisir à Rémi, c'est un Parisien. Et ils sont deux dans la maison. Il y a Rémi, il y a également le directeur des programmes, Elia Tikpo, qui il est barcelonais. Non, mais il est parisien aussi. Il est barcelonais, mais il est parisien. Il est beaucoup plus barcelonais. L'avant-projet de loi sur la réforme des sports scolaires et universitaires, c'était déjà une avancée au niveau du ministère avec la révision de la charte d'Igori Apedo. Ce sont les premières actions de Madame la ministre Lydie Bessi-Caman, présentée au gouvernement. L'avant-projet de loi a été, je dirais, pris et on attend la confirmation par le Parlement et autres, où on aura forcément beaucoup plus de responsabilités au niveau des établissements scolaires en parlant du sport, je veux dire. Oui, pour faire du sport à la base, il faut impliquer les différents départements, les différentes institutions, et c'est ce que le gouvernement a décidé de faire, et c'est une bonne chose. On a parlé de la charte qui inclut beaucoup d'aspects, mais aujourd'hui, cet avant-projet de loi vient également ouvrir d'autres horizons à ce sport à la base. Vous parlez du sport primaire et scolaire. Primaire et secondaire. Après, il y a universitaire. Avant, il y avait le championnat scolaire et universitaire, surtout le championnat scolaire que moi j'ai eu la chance de disputer. C'était un championnat qui a révélé beaucoup d'élèves, beaucoup de joueurs dans d'autres disciplines, surtout le football. Et il y a le championnat universitaire également. Le constat amer, c'était que quand il y avait l'organisation de ces différentes compétitions, les différents départements en charge de l'enseignement primaire et secondaire, même de l'enseignement supérieur, ne s'intéressaient pas trop à ces compétitions. Ce qui amenait certains établissements à décider, non, moi je ne joue pas. Donc cette année, nous on ne joue pas parce qu'on n'a pas d'équipe, donc on ne donne pas trop de priorité à ces sports dans les établissements, puisqu'il y a d'autres disciplines également au-delà du football. Donc aujourd'hui, avec cet avant-projet de loi qui est une bonne nouvelle pour les sports à la base, pour les sports à l'école, et qui, on attend l'adoption au niveau de l'Assemblée et après la vulgarisation et tout, et l'application surtout de la loi. Maintenant, cet avant-projet de loi, bien cette loi va permettre à ces différentes institutions, je parle du ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire, d'organiser le championnat primaire et secondaire avec le ministère des Sports, parce que c'est le ministère qui gère tout, et le ministère de l'enseignement primaire et secondaire ne va plus se dire non, je ne suis plus dedans. Donc ça veut dire que les inspections du ministère doivent se mettre au travail. Et ça veut dire également que les écoles primaires et secondaires, publiques comme privées, ont l'obligation de s'engager pour ces compétitions-là. Si vous n'avez pas une équipe de foot, vous devez avoir une équipe de basketball. Donc vous ne devez plus être absent. Donc c'est de Lomé à Saint-Cancé. Et ça c'est une bonne nouvelle. Également quand on prend les sports universitaires aussi, il faut que les écoles supérieures privées, puisqu'elles font partie, du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Bon, ils ont eu l'autorisation et tout ça, donc elles ont l'obligation, comme cela se fait déjà depuis quelques années au niveau des universités, de s'engager pour ces compétitions, et ça amène le brassage et ça amène les jeunes également à s'intéresser au sport à l'école. Et quand ça devient comme ça intéresse beaucoup plus la direction, par exemple technique nationale, parlant du football, ce sera le sport dans les écoles, à la base, et ça va enrichir votre département, Monsieur Nieni Sebavi. Non, je pense que c'est une très bonne chose, même dans notre plan d'action annuel que nous avons proposé à la Fédération, c'est de s'adosser à ce ministère de jeunesse et de sport qui encadre les équipes scolaires et universitaires, pour que nous puissions vraiment rentrer en contact avec les inspecteurs chargés des sports, pour qu'on puisse vraiment faire une détection approfondie au niveau des écoles et puis au niveau des universités. Donc je pense que la charte est bienvenue,
Et nos prières que l'Assemblée l'adopte et que ça fasse vraiment vie, ça puisse commencer pour que le football vraiment à la base soit vraiment assaini et réorganisé pour que nous puissions avoir des talents pour renforcer nos équipes nationales. Voilà, au-delà justement de ce rattachement, si on peut le dire ainsi, on parle de la création, c'est toujours l'avant-projet qui le dit, de la fédération des sports scolaires, d'une part, et aussi de la fédération des sports universitaires, d'autre part. Oui, parce que ça veut dire que ce sont ces deux fédérations-là qui vont maintenant organiser ou bien faire le suivi, organiser les compétitions au niveau des écoles et des universités avec le ministère des Sports, parce que ça serait beaucoup lourd pour le ministère ça d'organiser et tout ça. Maintenant, la fédération des sports primaires et secondaires, c'est-à-dire des sports scolaires, organisera les compétitions au niveau du scolaire avec l'appui du ministère des Sports et de l'enseignement primaire et secondaire. Maintenant, au niveau des sports universitaires, de la fédération des sports universitaires, il y aura également l'organisation des compétitions sportives avec l'appui de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère des Sports. Donc ça fera qu'il y aura un sérieux qui sera de rigueur. Il y aura également des moyens qui seront mis à la disposition de ces deux fédérations, parce que comme les fédérations qui existent aujourd'hui, football, basket, hand et tout ça. Donc il y aura des subventions. Donc je pense que c'est pour faire autrement le sport à la base. On parle tout le temps. Pour développer le sport, il faut le sport commencer par la base. On ne va pas commencer par le haut avant d'atteindre. Donc ça veut dire que la direction des sports scolaires et universitaires n'existera plus. Oui, avec justement ces réformes. Avec ces réformes qui vont arriver. Donc on attend l'adoption au niveau de l'Assemblée et l'application surtout de la loi pour pouvoir vraiment vivre ces sports-là, revivre ce qu'on a eu à vivre avant quand on était tout petit. Et vous avez même eu la chance de vivre beaucoup plus que nous. Mais nous, ce qu'on a eu, les brins, je sais pas, les feuilles qui sont tombées de l'arbre, au moins qu'on ait la chance de revivre, de donner cette opportunité aux enfants qui ont l'envie de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui aiment le sport, qui aiment des disciplines, mais qui ne savent pas quoi faire. Certains, c'est quand ils attendent parler de hand, ils sont obligés d'aller vers tel club pour dire est-ce que je peux. Mais si on commence par la base avec ces réformes-là, je pense que ça va intéresser beaucoup plus. Ces réformes DTN Nieni Sebabi concernent tous les sports en général, mais vous parlez football, ça suppose que les réformes en football devraient également s'opérer à votre niveau. Oui, effectivement, tu sais, nous parlons de l'État aujourd'hui. Si l'État nous donne les moyens nécessaires pour aller à la base, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, depuis que nous sommes venus à la tête de la direction technique nationale, nous avons toujours travaillé avec le ministère. Et ce n'est pas du nouveau, on nous a informé. Vous avez fait partie de tout cela. Donc, je pense que c'est bien, puisque quand on parle de football, comme vous l'avez dit, il faut penser en même temps à la Fédération togolaise de football, penser aux techniciens qui sont les DTN. Donc, nous avons influencé, nous avons participé à toutes ces lois qui vont parvenir. Et puis, nous sommes en train de travailler avec le directeur des sports, Monsieur Bawa, des sports nationaux et de l'éducation physique, à ces sujets, où nous allons les accompagner dans leur action pour vraiment faire la vraie détection pour nos équipes nationales. D'accord. Avant de finir avec une question sur toujours l'analyse de cet avant-projet, je reste avec vous. Les réformes ont commencé chez vous bien avant les réformes au niveau du ministère, c'est-à-dire il y a eu les ligues qui ont été mises en place, il y a les districts qui ont été mis en place, on parlera des directions techniques régionales, des directions techniques préfectoraux. Comment vous comptez, Djigbodi a peu de parler, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, vous allez faire comment, DTN Nieni Sebabi? Vous savez, notre mission est noble, nos tâches aussi sont aussi nobles en ce qui concerne le football à la base. On ne peut le faire sans avoir les points focaux. Et ces conseillers techniques régionaux, ces conseillers techniques préféraux, nous serviront de points focaux pour que nous puissions, avec les ligues, comme tu l'as si bien dit, les ligues ne sont pas créées au hasard. Les ligues sont créées pour travailler avec la direction technique dans le sens de développer le football à la base. Comment la DTN va gérer ce développement?
de football à la base. C'est en concert avec des points focaux que nous appelons les conseils techniques régionaux et préfectoraux que nous allons nommer. C'est la DTN qui va les nommer. Ils seront un relais pour la direction technique nationale pour gérer le football à la base. Nous voulons faire des compétitions. Vous parlez des conseillers. Des conseillers techniques régionaux et des conseillers techniques préfectoraux. Est-ce qu'ils seront différents des directeurs techniques que les ligues même vont mettre? Bien sûr. Ils seront différents. Bien sûr, ils seront différents, mais ils vont travailler en collaboration. Tel que nous avons discuté avec le président de la Fédération togolaise de football. Ils vont travailler en symbiose pour nous sortir des équipes nationales, des catégories régionales, U17, préfectorales bien sûr, U15, U17, U20, qui vont compétir à leur niveau et nous sortir une équipe nationale de toutes ces catégories, féminines comme hommes, dans la région pour qu'ils viennent faire le play-off à Lomé, pour que nous puissions vraiment détecter les talents pour renforcer nos équipes nationales de toutes les catégories. C'est une architecture. Oui, c'est un gros travail qui attend la direction technique et ça ne doit pas être seulement une seule personne, le DTN. Donc il faut avoir une équipe autour une direction. Une direction, vraiment, parce que quand on parle de direction, c'est une direction, ce n'est pas seulement une personne, sinon il ne va rien faire. Ça veut dire si vous êtes seul, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est un gros travail à faire. Maintenant, il faut également les moyens pour créer tout cela, pour avoir des directeurs techniques préfectoraux, pour avoir des directeurs techniques régionaux, pour avoir des points focaux au niveau des inspections. Des conseillers. Pour avoir des points focaux ou des conseillers au niveau des inspections d'éducation. Il faut des moyens. Il faut une collaboration avec toutes les structures qui existent, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, de l'enseignement primaire et secondaire doit accepter collaborer avec la fédération, c'est-à-dire avec la direction. Oui. Donc ça veut dire qu'au niveau du ministère, il faut avoir un département dédié au sport. Donc c'est un travail, je pense que s'ils ont commencé avec leur plan stratégique, s'il y a tout cela dedans, les discussions seront très simples, très faciles à faire. Maintenant, il faut l'appliquer, il ne faut pas juste le dire, il faut l'appliquer, il faut commencer dès maintenant. Il ne faut pas attendre qu'on lance les compétitions pour pouvoir le faire. On a décrié le fait que quand on prend nos compétitions de catégorie, les compétitions de jeunes, le Togo est toujours absent. Le Togo attend toujours la dernière minute pour aller dire, on fait... on fait des détections à Balimé de tel jour à tel jour, on fait des détections à Lomé, donc il faudrait arrêter avec ces méthodes et aller à des méthodes qui nous amènent vers le professionnel. Et d'autres pays l'ont fait et nous aussi on peut tirer profit là-dessus. Non, je pense que il faut en ajouter un peu à ce que la directrice vient de dire. Aujourd'hui, nous devons prendre le taureau par les cornes. Nous sommes très en retard dans tous les sens en matière de développement du football à la base. C'est ce que les pays ont pris le temps pour faire. Et aujourd'hui, nous nous étonnons quand nous voyons le Burkina Faso jouer, quand nous voyons le Mali jouer, quand nous voyons d'autres pays frontaliers jouer. On est étonné. Ils ont mis du temps pour faire ce travail. Considérons que par le passé, nous n'avons pas une direction technique. Même quand bien même elle est là, elle n'est pas vraiment écoutée. Elle ne rentre pas dans les schémas de la FTF. Mais aujourd'hui, je pense que nous travaillons en commun accord, en concert avec le président, qui est même plus motivé pour vraiment redémarrer le football à la base. Donc tout ce que nous sommes en train de dire est sur sa table. Et dans un bref délai, nous allons rentrer sur le terrain, rencontrer le public sportif des régions, discuter avec eux, mettre notre stratégie en place. Il suffit qu'ils adhèrent et puis progressivement on va avancer. Mais auditeur, vous avez pris du retard un peu parce que moi je me dis que vous avez été nommé ça fait quelque temps et vous êtes arrivé... Avant Corona, c'est ça? Non, avant Corona. Non, je suis nommé au moment ou bien en crise... je suis nommé en septembre, donc ça veut dire que je suis nommé avec Corona. Oui. Septembre 2019. 2019, bien sûr. 2019, donc, ça fait plus d'un an. C'est avant Corona. Moi, ce que moi je suis en train de... un an, ça fait au moins 5 mois, 6 mois. Non, 2019, non. 2019, nous sommes en 2021. Septembre 2020, s'il vous plaît. Voilà. Ah, septembre 2020. Ah, d'accord. Et c'est septembre 2020. Vous êtes douanier. C'est un douanier de formation. On lance des donc, effectivement, ce que vous dites, nous avons accusé un retard, mais pas dû indépendamment de notre volonté. Parce qu'en ce moment, les équipes nationales étaient en plein préparatif. Ouais. Et il y avait aussi le Corona qui n'avait pas libéré le football et on ne pouvait pas faire une action dans ce sens du football.
Voilà un peu le retard que nous avons accusé. Mais aujourd'hui, je pense que le plan d'action de la DTN est sur la table de la FTF. Nous sommes en train de pousser d'ici mars. Nous allons rentrer sur le terrain pour commencer. Non, ce que moi je voulais dire là-dessus, c'est par rapport au fait qu'il y avait la crise sanitaire, mais on pouvait organiser des rencontres dans le strict respect des mesures barrières pour pouvoir d'abord prise de contact, échanger, dire ce que vous avez en venant à la tête de la direction. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à notre prise qu'on a nommé les présidents des districts, les présidents les réformes. Donc, on n'a pas eu le temps de s'asseoir. De faire chose. À l'époque, on dirait qu'il n'y avait pas les districts, il n'y avait pas. La Ligue. Il y a toujours des portes de sortie pour les non, c'est pas des portes de sortie. Je pense que. Oui, coach. Même au-delà de ce que nous sommes en train de dire, aujourd'hui, nous sommes en train de faire au niveau de un grand travail au niveau de la direction technique. Je pense que peut-être qu'il y a des témoins. Quand nous rentrons aujourd'hui au bureau vers 9h, on sort vers 20h. Mais les gens ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes très en retard en ce qui concerne les trucs administratifs de la FIFA, de la CAF. Je vous dis que chaque jour, ça tombe et il faut répondre. J'allais justement poser cette question parce que l'État, oui, mais la direction technique doit être en mesure de monter des projets, aller les chercher au niveau de la CAF et surtout de la FIFA. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis que je ne fais pas la gueule, je ne suis pas en train de me prononcer quoi que ce soit, mais c'est clair que depuis plus de 10 ans plutôt, c'est comme il n'y a pas une direction technique qui a existé comme ça. Les gens sont même allés perdre le code de lien entre la FTF et la CAF. Aujourd'hui, il faut tout reprendre. Faire des conférences vidéo tous les jours, je suis en train de le faire. Et faire des cours en ligne, puisque je suis les cours aussi. Il faut une mise à jour. FIFA, il faut une mise à jour avec mon mentor, M. Mayassine, qui est le DTN sénégalais. Donc, chaque fois, nous sommes en perpétuel travail pour rattraper d'abord et voir comment on va nous projeter vers l'avenir. Vers l'avenir. Le dernier point justement sur lequel je voulais revenir, c'est le rattachement de l'INJS au ministère de l'enseignement supérieur. C'est ce qui devrait se faire et finalement, malgré le retard, l'État est en train de se rattraper. L'INJS. Peut-être malgré l'oubli. L'oubli. Oui. Parce que ce n'est pas un retard. Normalement, ça devait se faire ainsi. On forme des professionnels qui sortent d'un domaine pour pouvoir l'appliquer. Donc, il faudrait aujourd'hui, on parle de l'ISICA. L'ISICA est reconnu est au niveau de l'université de Lomé. Et les diplômes de l'ISICA sont gérés au niveau de l'université. Même les programmes et tout ça, les masters et tout est vu par l'université de Lomé. C'est-à-dire, si aujourd'hui on amène section ISICA à Kara, ça serait la même chose. Donc, ça devait être la même chose également pour l'INJS. C'est un oubli qui a été, finalement, ça a été, on s'est souvenu. Voilà. Il y a même des étudiants de l'INJS qui à un moment donné se sont soulevés pour dire, il y a eu des grèves. Il y a eu des grèves, des mouvements de mécontentement. Mais aujourd'hui, c'est bon, mais on attend toujours que ça se fasse officiellement parce que c'est vraiment important si on veut réussir ce que nous voulons au niveau du supérieur. On ne peut pas former des professionnels de l'éducation civique. Des entraîneurs. Des entraîneurs. Voilà, et des entraîneurs de toutes les disciplines. Des entraîneurs, et puis finalement, les entraîneurs, c'est comme vous allez... On forme des chômeurs, finalement. Juste au CAP. Et puis vous revenez. C'est juste un exemple. Maintenant, il faudrait... D'autres disent CAP. Voilà, CAP, bon. CAP. Et ça, ces formations, justement, vous en aurez besoin. Parce que la direction technique nationale, il faut des entraîneurs de terrain, il faut des entraîneurs de papier également, directeur technique national. Pour votre équipe, au niveau de la direction technique nationale. Non, bien sûr, notre équipe n'est pas sélectionnée au hasard. C'est des gens qui sont expérimentés, qui ont des bons CV. Nous-mêmes ne sommes pas arrivés au niveau de la direction technique au hasard. Vous avez vu tous les fontis qui se sont passés avant notre nomination. Donc aujourd'hui, même les CTR et les préfectoraux que nous allons nommer, ils vont nous fournir leur CV, ils vont passer aussi à l'audit pour ne pas créer une situation dans les préfectures ou bien dans les régions.
Puisque si on s'hasarde à faire un hasard, il y aura un conflit de compétences et que notre travail de base ne va pas se réaliser comme nous le voulons. Aujourd'hui, les choses sont claires. Il faut prendre les personnes qui méritent ces postes pour donner un bon résultat. Vous êtes toujours sur Radio Djena, l'émission c'est Djena Sport. Nous sommes avec Nieni Sebabe, directeur technique national de la Fédération togolaise de football. Également en studio, Edwige Jigbodi, APEDO de la rédaction. Nous évoquons maintenant la décision qui fait débat, c'est justement celle qui demande désormais à ce que tout entraîneur sur le banc d'une équipe de première division ait la licence B CAF. Son adjoint est minimum la licence CAF. Et en deuxième division, il faut avoir la licence CAF minimum avant d'être là. Ça fait débat, même si c'est une pertinence quand même. On va dans le professionnalisme. Mais Nieni Sebabe, vous êtes bébé de jumeaux. Vous êtes directeur technique national. Vous êtes également président de l'association des entraîneurs de football du Togo. Comment est-ce que ça se passe au niveau de votre association, parce que le débat il est fort. Monsieur le Président maintenant. Merci Yoruma, je m'attendais à cette question, vous m'avez prévenu dans le WhatsApp avant d'y arriver. Aujourd'hui, la DTN travaille avec la CAF. Cette décision, j'ai participé à la sortie de cette décision. Nous sommes très en retard au Togo. Je donne un exemple. Vous avez vu comment la CHAN s'est jouée au Cameroun. Oui, le CHAN. Le CHAN. Vous avez vu comment s'est joué. Le niveau de la CHAN est en train d'atteindre le niveau de la CAN. Pourquoi? C'est parce que tous les entraîneurs qui sont arrivés là-bas, c'est des entraîneurs diplômés, expérimentés, rompus de beaucoup de connaissances en matière de football. Aujourd'hui, tous ces entraîneurs sont des entraîneurs licence A, CAF, licence B et licence A Pro, CAF. L'anglais dit level. Voilà. Mais nous, depuis un certain moment, nous sommes restés que sur le cadre de la licence B, CAF. On n'a pas bougé pour avoir la licence A. Alors que tous les pays en ont demandé. Nous souffrons aussi des instructeurs. Quand vous prenez le Burkina, il y a plus de 50 instructeurs, FIFA et CAF. Et souvent, ce sont eux qui viennent former ici. Ici, vous comprenez? Nous, on a au moins 5 instructeurs pour tout le pays. Vous comprenez? Il y a Akoussa et qui? Il y a, vous voulez savoir? Oui. Voilà. Il y a Akoussa, il y a le feu Aïvi Ekwe, il y a Pacha, le docteur Pacha de l'INJS. De l'INJS. Il y a moi-même, Nieni Sebabe, il y a Kaï. Tometi Kaï. Wow. Voilà. Il y a aussi l'autre monsieur Onoudje, dans la préparation physique. Donc voilà, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, combien d'instructeurs. Donc ça fait que le niveau, au niveau de la formation des entraîneurs même, c'est pas encore ça. Et si vous voyez notre match, je ne peux pas venir pour créer quelque chose, mais nous avons perdu lamentablement avec le Rwanda parce qu'il y a beaucoup de manquements au niveau des entraîneurs de coaching. Comprenez? Donc c'est pour cela que aujourd'hui la CAF nous a envoyé un document sur lequel c'est bien libellé. Les prochaines fois, nous n'allons pas présenter des entraîneurs en dessous de la licence A pour les compétitions intercules CAF. La Champions League CAF et la CAF et la Confédération, la Coupe CAF. Nous avons fait des dérogations l'année passée. À Metogodo et celui de Unisport ont passé, mais cette année c'est carré. Ako Abdulaziz. Voilà. Donc pour en arriver là, il faut sortir rapidement des décisions qui puissent permettre à ces entraîneurs qui seront là cette saison sur le banc des équipes de première division d'être en B et voir comment nous allons faire la licence A, comment on le dit, faire la reconversion de ces entraîneurs en licence A pour qu'ils puissent
si nous sommes qualifiés, être sur les bancs. Sur les bancs. D'accord. La décision, c'est son côté beaucoup plus pertinent. Mais le côté qui suscite la polémique, c'est justement, oui, il faut avoir C, il faut avoir B, mais la formation ou l'examen est suspendu. Alors, comment on peut comprendre que justement, qu'on demande à ce qu'on ait un diplôme, mais qu'on ne peut pas avoir, dit Bodi Apedo? Non, moi, c'est la question de la question me revient. Oui, il répond et puis je réagis. D'accord. Comme vous êtes toujours là, d'accord, je vous retourne la question. Oui, Monsieur le Président et directeur technique national. Voilà, la question, c'est à moi de la répondre. J'aurais pu tenter de répondre à cette question si j'étais de l'autre côté. Hein. C'est une très bonne question. Il y a des réponses, mais j'attends. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans notre judiciaire, on n'a pas des entraîneurs diplômés en B ou bien diplômés en C. Ce que nous avons sorti, ça a du sens. Il y aura ils sont plus de 200. Qui ont été fichés. Mais ceux qui sont sur le terrain, vous avez le nombre, ceux qui sont sur le terrain? Ceux qui sont sur le terrain, pratiquement, quand tu prends ASCO, c'est licence B. Quand tu prends ACK, c'est licence B. ASCO, licence B. Oui. Quand tu prends Dito, licence B. Oui. Quand tu prends Arimiao, c'est licence B. Quand tu prends, comment ça s'appelle, ASOTER, c'est licence B. Donc, il n'y a pas de polémique là-dessus. Ceux qui sont là avec les licences B et qui n'ont pas de club, c'est l'occasion pour les mettre en exercice. Même s'ils ne sont pas bons par rapport aux résultats. Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Par rapport aux résultats sur le terrain. Quel résultat vous parlez? Sur le terrain. C'est l'entraîneurat. Il y a les Togolais qui travaillent au Bénin. Si vous pensez qu'au Togo... Donc, ils n'ont qu'à aller chercher les entraîneurs avec la situation sanitaire, avec la question des finances, avec tout cela. Je pense que c'est une décision pertinente, d'accord, mais quand même qui aussi suscite quand même la polémique. Non, moi je pense que c'est une décision. Si on veut faire du football professionnel, il faut en arriver là. Il faudrait que nos staffs techniques, nos entraîneurs aient des diplômes qualifiés. Au niveau de la CAF, c'est la base, c'est au niveau fédéral. Et après, c'est au niveau fédéral. Et après, on parle de la fédération même internationale, au niveau international. Donc maintenant la CAF, ça équivaut à l'UEFA, non, c'est ça? CAF, UEFA, c'est les confédérations. Oui. Mais il faut juste, quand vous faites la licence UEFA, il faut l'équivalence. C'est comme vous faites un diplôme dans un domaine, il faut l'équivalence. Maintenant, c'est une bonne chose que les entraîneurs aient cela. C'est pourquoi j'avais dit, c'est à lui la question, c'était ça. C'était pour avoir sa réaction. Maintenant, ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que d'abord la formation. Pour aboutir à cette licence BCAF et CECAF, c'était pas une formation... Sincèrement, excusez-moi, qui a respecté beaucoup les normes et les critères. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup de défaillances dans l'organisation de cette formation. Il y a certains entraîneurs qui sont sortis. Là où vous êtes, vous pouvez avoir des enfants. Quand on fait les examens, l'enfant, il est meilleur. Il vous sort de bonnes notes. Mais quand vous demandez à l'enfant d'appliquer ce il est parti faire là, il ne pourra pas. Ça veut dire que l'enfant, il est meilleur quand il bûche. Et va déverser sur le papier. Et on dit, vous êtes le premier de votre classe, de votre promotion. Mais quand on vient, on dit, dans l'application, vous êtes nul. C'est-à-dire que vous n'avez pas assimilé tout. Vous n'avez pas eu le temps d'apprendre, d'appliquer et de vous corriger s'il y a à vous corriger. C'est les carences qu'on a constatées dans l'organisation de cette formation-là. Et la carence aussi passe par le fait qu'il n'y avait pas une direction technique digne. Parce que s'il y avait une direction, c'est la direction qui devait conduire ces formations. Mais il n'y en avait pas. Il y avait le boulevard, c'est libre, donc je conduis. La nature a horreur du vide. Voilà, c'est libre, je conduis. Et je conduis à ma manière. Parce que j'ai vu, il n'y a pas de feu tricolore, il n'y a rien, donc je conduis à ma manière. Je peux aller à gauche, je peux aller à droite. Maintenant, aujourd'hui, quand vous prenez, parmi les 200 entraîneurs dont vous parlez, il n'y a qu'une dizaine qui sont meilleurs, qui sont pas meilleurs, mais qui essaient d'être bons sur le terrain. Mais les autres là, aujourd'hui, sincèrement, quand vous les voyez, vous dites, est-ce que cette personne vraiment a obtenu la licence BCAF dont on parle? Ça repose des questions. Mais ça, il faudrait faire d'autres recyclages, d'autres formations de remise à niveau.
Et ça, c'est votre travail également. Maintenant, au-delà de ça, les autres qui n'ont pas pu faire cette formation-là, qui n'ont pas cette licence, mais qui sont sur le terrain tout le temps, et qui ont le niveau, qui dépassent même ceux qui ont cette licence, quelle est leur situation? À quand les autres formations? Qu'est-ce qui se fait au niveau de la direction pour ouvrir des formations? Vous avez parlé tout à l'heure de la licence A. Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur du Togo qui ait déjà cette licence, non? Il y a Akoussa qui doit avoir A. Puisque Akoussa Kamel, lui, il n'est plus avec les clubs, il est plus dans la formation. C'est pourquoi je n'ai pas donné son nom. C'est lui seul. Mais lui n'est pas sur le terrain avec les clubs, mais il est dans la formation. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais ça veut dire qu'il faudrait organiser également d'abord la licence C, la licence B, la licence A. Mais si on veut en arriver là, il faut commencer déjà. Maintenant, quel est le travail qui se fait à ce niveau? Parce qu'on attend aujourd'hui. Mais il y a aussi une inquiétude, c'est que nos entraîneurs eux-mêmes ne veulent pas travailler. Il y a certains, vous avez obtenu la licence B, c'est devenu, comment on dit, un drapeau. À Flanga. C'est devenu un drapeau. La personne ne veut même, la personne ne veut même pas aller juste à côté. Non, mais juste, on dit, je ne trouve pas de club au Togo, d'accord. Mais il y a des clubs au Ghana, il y a des clubs au Bénin. Vous n'avez pas besoin, si vous voulez vraiment apprendre, vous pouvez aller vers ces clubs, dire, je n'ai pas besoin de trop de salaire. Même les clubs de quartier, il faut quand même se mettre, voilà. Maintenant, il faut des mises à jour. Si vous voulez être un entraîneur professionnel et vous voulez coacher un club professionnel un jour, ce n'est pas seulement rester au Togo, il faut s'ouvrir. Ce n'est pas, on dit souvent, c'est l'État qui doit donner les moyens. Mais si l'État ne donne pas les moyens, si la fédération ne vous donne pas les moyens, cherchez vous-même les moyens et allez vous faire former. Mais non, au niveau de la direction technique, il y a un gros travail à faire de formation et de sérieux. Parce que ce qui s'est passé avant avec les licences, si ça se répète encore avec la direction technique, sincèrement, on aura toujours des entraîneurs de bas niveau. Votre réaction, monsieur Inissé Babi, par rapport à justement... Elle a vraiment planté un décor et que... pour ne pas se répéter, je vais aller en même temps aux conclusions. Aujourd'hui, la direction technique est en train de prendre en elle certaines mesures au niveau de la faisabilité des licences CAF. Vous l'avez si bien dit, par le passé, c'était pas bien organisé, effectivement, parce que on a senti sur le terrain que les gens ont pris ces diplômes, mais qui ne sont pas efficaces, comme tu l'as dit, et qui n'ont même pas voulu essayer d'abord. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de penser à ce que nous appelons la licence fédérale. Nous allons commencer avec la licence fédérale pour voir, d'abord pour essayer de mettre un niveau des entraîneurs qui puissent faire la licence fédérale. Ça ne serait pas à n'importe qui. Donc, nous sommes en train de voir s'il faut penser sur un bachelier ou bien le BPC. Nous sommes en train le niveau d'études. Le niveau d'études. D'accord. Pour commencer la licence fédérale. Après la licence fédérale, on aura ceux qui seront aptes, qui auront de bons niveaux, de bonnes moyennes pour aller faire la licence C. Voilà. Après la licence C, on va aller à la licence B pour ceux qui avaient la licence C. Et ceux qui avaient la licence A, on va voir la licence B. Nous sommes en train d'écrire à la CAF, on a déjà envoyé un courrier, s'ils pouvaient venir nous faire l'équivalence pour qu'on aille plus vite. Voilà, donc nous attendons les résultats avec le niveau SG. On pense encore réécrire une seconde fois pour voir la réaction, parce que la priorité, c'est la A, et ensuite vient les autres licences. Voilà. L'équivalence, qui doit bénéficier de l'équivalence? C'est ceux qui ont la licence B, au moins avec 3 ans, 4 ans d'expérience sur le terrain. Sur le terrain, avec des clubs bien définis. Parce qu'on ne peut pas dire que moi j'ai la licence B depuis 2017. Depuis 2017, donc nous sommes en 2021. Donc, parce que justement, il y a certains qui ont eu ces diplômes, quand il a dit, qui sont dans les tiroirs. C'est pourquoi je dis que rien ne serait comme avant. Même avant d'aller faire la licence A, nous allons recevoir les CV des entraîneurs. Vous avez coaché où? L'appel à la candidature. L'appel à la candidature. On va étudier. Aujourd'hui, je vous dis, nous sommes en train de faire, nous les instituteurs, nous sommes en train de travailler avec la CAF, avec la FIFA, par les liens d'informatique. Nous faisons les cours en ligne. Nous faisons les cours vidéoconférence. Aujourd'hui, un entraîneur qui ne maîtrise pas
l'ordinateur, c'est un problème. Le numérique, c'est déjà... On a déjà commencé par les informer à partir du stade de renforcement que le Congolais belge là est venu faire. Donc chacun doit apprendre l'outil. Parce que avec Corona, même s'il faut aller à la A, les experts ne vont pas venir. Ça doit être justement en ligne. En ligne, les formations en ligne. Formation des entraîneurs, la fédération ne s'est pas arrêtée là. On parle de la réorganisation des staffs médicaux. Et là, également, une décision qui est sortie également, qui suscite aussi des réactions parce que justement, voilà, beaucoup disent que la fédération veut en même temps tout au même moment. Non, mais moi je pense qu'il fallait depuis sortir cette décision-là sur le staff médical, parce que quand vous prenez certaines blessures que nos joueurs contractent, sur le terrain, on pouvait les régler bien avant que ça ne s'aggrave. Peut-être il a été touché, mais on ne sait pas comment, puisque c'est un simple peut-être infirmier ou bien c'est un simple agent de santé qui est dans votre localité. Vous dites bon, on a besoin d'un médecin dans notre équipe. Un médecin, c'est quelqu'un qui a été à l'école, qui sort docteur et tout. Mais aujourd'hui, on se dit non, on a besoin d'un médecin. Bon, comme toi, tu as fait quelque chose dans la santé, là, tu nous accompagnes, tu es dans notre équipe. Là où il faut mettre la glace, on met plutôt Vitago. Là, il faut mettre Vitago. Là où on doit mettre le sel, on met le sucre. Voilà. Et ça pose des problèmes pour, d'abord, la santé des joueurs, pour le suivi des performances des joueurs. Tu vois aujourd'hui un joueur, il est meilleur, il est bon, mais quelques temps après, son niveau baisse. On se demande qu'est-ce qui se passe. Peut-être il te dit j'ai été touché au genou la dernière fois, on m'a massé par Vitago, dont vous avez parlé, la pommade Mentelé, et après j'ai repris, mais à un moment donné ça a recommencé, mais on me met de la glace, mais il n'y a pas un suivi qui se fait. C'est quand peut-être il sera vraiment touché qu'on va dire on va aller vers tel docteur pour voir ce qui se passe, alors que c'est déjà grave. Donc on a besoin de ces genres de personnes dans les staffs. Maintenant, au niveau de ça, quel accompagnement? Parce que quand on parle de staff technique, il faut amener tel médecin, et il faut amener un ostéopathe, il faut amener dans les obligations, il y a beaucoup de choses. Il y a donc, maintenant à ce niveau-là, il faut des moyens. Alors qu'on est dans le football amateur, il faut des moyens. Maintenant, quel accompagnement? Oui, on doit avoir un staff technique médical, au niveau du staff technique des clubs. C'est important. C'est important. Parce que le staff médical, pour ajouter, ce n'est pas seulement pour les joueurs. Non, c'est pour tout le monde. Même les supporters qui viennent au terrain, quand il y a le premier secours, c'est ce staff médical qui... Je ne vais pas donner d'exemple, mais on a eu un confrère il est venu pour suivre un match. Mais il avait un problème, vous allez vous souvenir, mais c'est un spécialiste de la santé qui lui dit, mais ce que je suis en train de voir là, va immédiatement à la clinique. Mais nous, en voyant, on lui disait, ben ça va, bon, ça peut aller. Mais lui, il a dit, va immédiatement à la clinique. Ça veut dire que quand il est allé, on a vu ce qui s'est passé après. Ça veut dire que le staff médical doit être, il doit respecter des critères. Ce n'est pas seulement un agent de santé, comprendre un infirmier, une chasse-femme, qui a fait quelque chose. On dit non, viens nous accompagner, bien qu'à fait 2 ans en études. On dit il faut avoir le BPC, peut-être il a fait la quatrième, ou bien il a fait le premier trimestre en troisième. Maintenant, il faut un accompagnement. C'est important, les clubs doivent comprendre qu'il faudrait avoir un staff médical. Mais maintenant, il faut un accompagnement au niveau de la fédération. Et au niveau de la direction technique nationale également, il faut recenser ces spécialistes-là, qui sont prêts à travailler avec le club, avoir une liste, et quand les clubs disent on a besoin de tel, est-ce que vous avez... La dernière fois, on avait parlé entre-temps, il y a quelques années, de la psychologie des éperviers du Togo. On disait, on n'avait pas de psychologue pour les accompagner. Quand on gagne, comment on doit faire? La psychologie, un accompagnement psychologique, on n'en avait pas. Et tout ça, c'est du ressort de la direction technique nationale. Hein. C'est les différents départements, c'est vos différents départements. Vous avez du boulot. Même la communication fait partie de vos départements. On ne vous voit pas venir sur ce plan-là, jusque-là également. Non, vous allez nous sentir bientôt. Nous sommes en train d'organiser une rencontre avec vous, les journalistes sportifs, pour échanger. Parce qu'on ne peut rien faire sans vous. Vos analyses, vos commentaires
nous donne beaucoup d'idées, beaucoup de voix. Donc on va vraiment travailler avec vous pour avancer. Surtout au niveau de la détection, au niveau de la sélection des joueurs aussi. Très important. L'accompagnement, il a évoqué un aspect, ou bien vous-même, vous n'avez même pas les moyens et vous n'avez pas aussi les idées pour évoquer l'accompagnement, parce que il faut licence B. Et quand on dit il faut licence B, il faut que les présidents payent aussi gros. Il faut le staff médical, et ça fait chose. Tout ça là, il faut que... Vous savez, on ne peut jamais faire les omelettes sans casser les œufs. Il faut partir de quelque chose. C'est difficile, certes. Ce que nous voyons aujourd'hui, regardez nos U17, nos U20, nos A'. Regardez comment nous sommes sortis des compétitions, lamentablement. Nous tous nous sommes éliminés. Nous tous nous sommes éliminés. Est-ce qu'il faut attendre être éliminés encore les années à venir? Il faut commencer quelque part pour que ça va se faire sentir. Les décisions là, on ne va pas avoir leur importance aujourd'hui. C'est demain. C'est demain, vous allez comprendre que avec la licence B, avec la formation des médecins, on va en arriver à quelque part. D'accord. Moi, je voulais passer un mot par rapport au staff médical. C'est que les présidents de clubs disent qu'ils n'ont pas de moyens. Maintenant, il faudrait que par rapport à l'accompagnement, aux subventions accordées à ces clubs, qu'il y a... Il y a une commission médicale que la FTF a créée avant-hier. On a travaillé ensemble avec eux. C'est ce staff médical qui va recevoir... D'autres spécialistes de la santé. Qui va recevoir les staffs médicaux de chaque médical, de chaque équipe pour former. D'accord. On va les former. Ils auront besoin d'une formation avant de commencer. Parce que quand on prend à chaque début de saison, il doit y avoir un bilan par rapport à chaque joueur. Mais malheureusement, on va juste pour faire un simple bilan. Il n'y a pas de bilan approfondi pour détecter des problèmes de certains joueurs. Et finalement, à un moment donné, on dit qu'un joueur a eu une crise. A fait ci, a fait ça. Parce donc, que nos histoires de bilan médical, bien quoi, il y a le bilan. Il y a vraiment... Il y a le test, il a passé... Un joueur qui veut... Il passe le test médical, il y a la cardiologie et tout ça. Les analyses à faire. Voilà, visite médicale. Ils le font, mais ce n'est pas rigoureux. C'est de façon légère. C'est pour cela que la FTF demande que ça soit plus rigoureux, que ça soit plus professionnel pour que nous puissions s'en sortir. On ne refuse pas, il y aura des problèmes sur le terrain, il y aura des crises sur le terrain, mais quand même, s'il y a de la rigueur dans ce qui se fait, on peut éviter beaucoup de choses. On va évoluer. Vous êtes toujours sur Radio Djena, rapidement pour fermer. Pour laquelle le staff médical aujourd'hui doit être formé et être vraiment qualifié. Parce que le championnat que nous allons jouer serait très intense. Oui. C'est un marathon. C'est un marathon. Donc c'est pour cela que la fédération est en train de faire cette prévention de ces médecins-là qui puissent vraiment prendre les joueurs en charge pour ne pas craquer. C'est important, d'où la pertinence justement de ce communiqué de cette décision. C'est quand même des décisions qui sont pas légères. On comprend. C'est Chris Daké qui est le nouveau secrétaire général. On connaît l'homme. Bonjour à lui. On va finir par justement cet état des lieux que vous faites, que nous allons faire. Le football féminin, c'est également votre responsabilité, monsieur le directeur technique national. Oui, c'est lui le patron, en tout cas, de l'architecture. On dit le patron de l'administration, c'est le secrétaire général. Maintenant, le patron de l'architecture, tout ce qui est technique, c'est vous, monsieur le directeur technique national. Le football féminin, où en sommes-nous? On parle de la reprise D1, D2, on parle de mars, tout. Le foot féminin, où en sommes-nous, monsieur le directeur technique national? Ça, c'est une très bonne question. Ce n'est hier seulement que la CAF nous a écrit par rapport à notre programme du championnat féminin. On n'a pas fait un programme. Je suis allé vers la direction des compétitions. La direction des compétitions. La réponse qu'on a donnée, la FTF est en train de penser pour la programmation du championnat du football féminin. Mais elle n'a pas encore sorti un calendrier, une note comme ça à ce sujet. Donc de leur répondre comme ça, c'est la réponse que j'ai donnée. Donc on pense qu'après
la D1, la D2, ça suit le championnat féminin. Donc c'est pas un oubli, mais il faut programmer ces championnats d'une façon, c'est une expérimentation par rapport à Covid. Est-ce que en faisant avec la D1 un mois, les résultats attendus sont bien, on lance la D2. En faisant avec la D2, les résultats attendus sont bons. Sur le plan sanitaire, on lance le football féminin. Surtout que ce football féminin n'a pas eu la chance de démarrer en 2020. Non. Il n'a pas eu la chance de démarrer. C'est bien avant ce tâtonnement, cet oubli, ce manque de vision au niveau du football féminin, c'est bien avant la crise sanitaire. Oui. Parce qu'on sent qu'on ne fait pas avec le football féminin. Oui. On fait le football féminin juste pour qu'on dise que oui, vous avez parlé de féminin. Pour plaire à la FIFA peut-être. Non, vous avez parlé de féminin, on fait le féminin. Vous avez parlé de faire la promotion des femmes, on fait la promotion des femmes. C'est ce qu'on sent en fait. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ambition pour ce football féminin. Aujourd'hui, quand vous prenez le football senior, je parle des éperviers du Togo, qu'est-ce qu'ils apportent? Rien. Mais quand vous prenez les éperviers dames, ont commencé un travail, on a commencé par sentir un petit changement. Mais juste après, basta. On n'était pas 8e quand on était allé à l'UFOA B, je crois. Non, on n'était pas. On n'était pas 8e, puisque depuis un moment, on a été toujours 8e. Oui, 8e. On était à la dernière place. Oui, mais finalement, on a évolué. Mais c'est un travail. Pour évoluer, c'est un travail. Pour arriver à un niveau donné, c'est un travail. Et ça commence par le championnat. Aujourd'hui, quand on prend le championnat de football féminin, on se souvient qu'on doit organiser le championnat, on organise le championnat, et après, quelques temps, on dit, il n'y a pas de moyens. On arrête. Championnat zonal. Championnat zonal. Et même zonal, ça n'arrive, on n'arrive pas à finir avec les zones. Et ça, on se dit, quelle est la stratégie au niveau du football féminin? Qu'est-ce qu'on veut pour le football féminin? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Il y a des compétitions. Il y a la CAN. Il y a la Coupe du Monde. Mais il y a des ambitions. Chaque année, on se dit, on veut arriver à tel niveau. Si on veut jouer la CAN en telle année, il faut mettre en place une stratégie pour pouvoir travailler et pouvoir arriver à se qualifier pour cette CAN-là. Si on veut jouer la Coupe du Monde, ça veut dire que c'est un travail qu'on fait. Mais ici, c'est comme si on avance à l'aveuglette, quoi. On y va. Si vous êtes qualifié, allez-y. Mais si l'UFOA vient, l'UFOA, c'est notre échappatoire. On dit, ah bon, on engage les jeunes filles pour l'UFOA. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et même les filles, il y a un désintérêt au niveau des filles. Parce que elles sont engagées là-dedans. Et à un moment donné, elles se disent, comme il n'y a pas... J'en connais plusieurs qui, aujourd'hui, ont dit, bon... Comme les dirigeants ne nous regardent pas, comme les dirigeants ne veulent pas qu'on joue au football, ben, je préfère faire autre chose. Et non plus cette passion-là pour le football. Donc, c'est un autre travail. Ce n'est pas seulement dire, répondre, oui, on est en train de penser, on se met derrière la crise. Monsieur le directeur technique national, je crois que c'est un des chantiers prioritaires de la direction technique nationale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle des clubs. Le Togo n'en a pas. Le Togo n'a pas de club. On a des équipes. Puisqu'on n'a pas de club, on n'a pas de catégorie. Alors qu'on parle de catégorie, c'est à vous de donner cette identité. Mais pour avoir un club, il faut des catégories et une équipe féminine. Semassi n'en a pas, Asko n'en a pas, Gomido n'en a pas. Et tout cela, c'est votre chantier également, monsieur Yélissi. Je ne veux pas vous donner mes secrets dans le fonctionnement, mais la question, peut-être que vous me tirez la barbe, la bouche va s'ouvrir certainement. Je pense que nous sommes en train de penser à des stratégies pour amener nos équipes, comme vous avez parlé que ce n'est pas des clubs, c'est des équipes, à faire en sorte qu'ils aient des catégories. Mais ça doit être progressif, compte tenu des moyens. Nous avons pensé à un championnat régulier, comme on le jouait par le passé, pour dire qu'à la phase retour, toute équipe de première division doit faire jouer une équipe d'une catégorie. Comprenez? C'était notre planning. Mais vous comprenez déjà, si cette année on commence ASOTR, la phase retour, vous devez nous présenter votre équipe U17. D'accord. Qui va compétir. C'est-à-dire que quand ASOTR a match contre Togo-Port, l'air U17 aussi joue. D'accord. Il commence
La compétition. À 11h, à 13h plutôt, ils sortent et les équipes jouent. L'année suivante, nous allons imposer l'équipe féminine. Ou bien une autre catégorie. Progressivement pour que ces équipes-là deviennent des clubs. Mais le championnat, le format et puis la situation que nous vivons aujourd'hui, on s'est dit que s'il faut le faire, ce serait un peu compliqué. Mais sinon, ça aide dans nos stratégies. Parce que c'est avec ça que progressivement, ces équipes peuvent avoir ces catégories dans leur... Et devenir des clubs, comme on le dit. Et surtout l'aspect, parce que toutes ces catégories, sans l'équipe féminine, ce n'est pas encore rempli. Voilà. Même au niveau des équipes féminines, comme vous le dites, nous sommes en train de penser là-dessus. Tout ce que nous allons faire au niveau des régions, au niveau des préfectures, concernant les équipes nationales, préfectorales et choses régionales, nous allons inclure le football féminin aussi. Elle ne sera pas lésée. Autant qu'on fait les équipes nationales catégorie hommes, on fait aussi pour les femmes. Pour que, franchement, depuis la base, les enfants puissent commencer par s'intéresser. Parce que ce que vous avez dit, effectivement, il y a le désintéressement. D'autres sont allés vendre du zoban, d'autres sont allés aider leur maman dans les marchés. D'autres sont au foyer. D'autres sont au foyer. Oui, parce qu'elles sont femmes, elles doivent être au foyer. Donc, c'est lamentable, mais je pense que nous allons aussi travailler profondément là-dessus pour que le football féminin, tel que nous l'avons vécu par le passé, puisse revenir. On va devoir s'arrêter là parce que voilà, c'était intéressant, mais on n'a pas vu le temps passer. On aura le temps de retrouver le directeur technique national, le coach directeur technique national, parce qu'il a été d'abord entraîneur et avant de devenir directeur technique. Il est également président. Ça fait plusieurs cordes à votre arc. Voilà, ça fait... Non, mais c'est normal. Vous savez, dans les... 10 secondes, parce qu'on a le temps. 10 secondes. Dans les critères pour devenir DTN, il faut avoir tout parcouru avant de l'être. Donc, c'est normal. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du football togolais sans que je ne le sache. Il a quand même parcouru tous les stades, jouer les matchs. On ne peut pas non plus parler des diplômes d'entraîneur pour que je ne suis pas là-dedans. Donc, je voudrais vous remercier par rapport à l'invitation. Spontanément, j'ai répondu. Je pense que je voudrais saluer tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Nous sommes disponibles pour tout ce qui concerne le football, surtout sur la DTN. Merci pour cette disponibilité à M. Nieni Sebabi. On finit comme ça. Oui. J'espère que le football féminin va redémarrer. Ça vous tient à cœur. Ça me tient à cœur et ça fait mal quand on voit les joueuses souffrir. Et se poser des questions et finalement se détourner vers autre chose. Merci à vous, Edwige Jigbodi, à Pédo. Merci à Nieni Sebabi. C'est Moussoud. Voilà, c'est le nom complet. Merci également à Rémi Humpati qui a assuré la mise en onde de cette émission. Je suis Latif Yorouma. Merci à Manu qui nous a planté. Voilà, on se retrouve forcément le mercredi prochain pour une autre aventure, mais déjà vendredi, vous aurez droit à votre magazine Dina, magazine avec bien sûr Eliatik. Pour ce sera désormais à 11h, Dina, magazine à 11h vendredi prochain, au prochain numéro.